Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce live sur le compte de l'Adrome Laboratoire où on va parler aujourd'hui de l'endométriose et des approches naturelles. Donc le mois de mars, c'est en général un mois durant lequel on parle beaucoup de l'endométriose parce que courant mars, il y a la journée mondiale de l'endométriose, donc une journée pour parler de cette pathologie, la faire connaître, reconnaître aussi, il y a tout un travail dessus et surtout de nombreuses femmes qui en sont, qui souffrent d'endométriose et pour lesquelles, on en parlera tout à l'heure, le diagnostic prend souvent beaucoup de temps à être posé. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente, je m'appelle Céline Ovette, je suis praticienne naturopathe, consultante en nutrition, conseillère en aromathérapie et je suis spécialisée dans le bien-être féminin, les problématiques hormonales telles que l'endométriose bien sûr, le SOPK aussi, le syndrome des ovaires polykystiques, qui est aussi une pathologie de la femme qui concerne de plus en plus de femmes, c'est à peu près la même prévalence pour le coup que l'endométriose et pourtant on en parle beaucoup moins. J'accompagne également les femmes dans le cadre de la périménopause, la ménopause, les troubles du cycle, le syndrome post-pilule également. Donc j'ai effectué une partie de mon cursus en France au sein de l'IFSH, une école de naturopathie. J'ai effectué l'autre partie de mon cursus aux États-Unis, puisque comme d'habitude, ces Américains sont toujours un petit peu plus en avance que nous sur pas mal de sujets, dont l'hormonal et les approches intégratives. Et je suis également certifiée endo-coaching, donc ça c'est important pour l'endométriose. C'est une méthode d'accompagnement naturopathique qui a été développée par Chris Martin, la naturopathe que certains ou certaines d'entre vous connaissent sûrement. Et donc ça nous permet de pouvoir proposer un accompagnement spécifique aux femmes atteintes d'endométriose avec des outils, des protocoles on va dire qui ont été testés et qui ont donné pas mal de résultats, des protocoles naturels. Donc voilà, alors avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet, moi j'aime toujours bien rappeler aussi un petit peu la place de la naturopathie qui pour moi ne s'oppose absolument pas à la médecine allopathique mais qui est au contraire très complémentaire puisque la médecine sauve des vies tous les jours et on en a besoin. La médecine va plutôt traiter vos symptômes avec des médicaments et nous en tant que naturopathe on va pouvoir travailler sur votre terrain, améliorer votre hygiène de vie puisqu'il y a beaucoup de pathologies, de problématiques de santé qui sont directement liées à l'hygiène de vie et c'est là où nous on peut avoir notre rôle et on l'a également pour l'accompagnement de l'endométriose et c'est de cela dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc je le répète, mais en aucun cas mon approche ne se substitue bien évidemment à la médecine allopathique qui reste indispensable et surtout pour l'endométriose parce qu'il faut un suivi gynécologique rigoureux. Donc c'est une approche qui est en complément. Alors, en ce qui concerne l'endométriose, j'imagine que vous en aurez sans doute entendu parler, puisqu'on connaît tous et toutes quelqu'un de sa famille, un collègue, une amie qui est malheureusement victime entre guillemets de l'endométriose. Donc c'est une pathologie qui se caractérise par la présence de tissus qui ressemblent à de l'endomètre en dehors de la cavité utérine. Et donc ce tissu peut se retrouver en général sur des zones proches, on va dire, de l'utérus. Donc ça peut être sur les ovaires, les trompes, la vessie par exemple. Mais des fois, ce tissu, il peut aller s'implanter sur d'autres organes beaucoup plus éloignés, par exemple de la sphère génitale, comme sur les intestins, le poumon, le foie et dans certains cas même le cerveau. Et donc, il y a plusieurs théories, on va dire, qui sont avancées par rapport à l'endométriose. Et donc, voilà, je vais vous les citer un petit peu, ces théories. Vous en aurez sans doute déjà entendu parler. Mais il y a la fameuse théorie du flux rétrograde, c'est-à-dire que, donc, a été mis en évidence par un médecin il y a déjà quelques années de cela, au cours du XXe siècle. Et cette théorie est de plus en plus controversée puisque elle part du postulat que il y aurait un flux rétrograde, c'est-à-dire que les règles, il y aurait un reflux vers les trompes et que c'est cela qui permettrait à ce fameux tissu endométriosique de s'implanter sur d'autres organes. Mais on sait aujourd'hui qu'il y a à peu près 90% des femmes qui possèdent un flux rétrograde et heureusement pour nous, 90% des femmes n'ont pas d'endométriose. Donc c'est une théorie qui a longtemps perduré, qui est de plus en plus controversée aujourd'hui.
Et aujourd'hui, il y a également beaucoup de projets de recherche sur la piste génétique, puisqu'on s'est aussi aperçu que dans certaines familles, eh bien, on allait comme ça retrouver des cas d'endométriose. Et si la génétique est une chose, il faut savoir qu'il y a aussi l'épigénétique, c'est-à-dire que tous les facteurs qui vont pouvoir influencer sur l'expression ou non de ces gènes sont liés à notre hygiène de vie, et d'où l'intérêt de mettre en place une approche globale. On va avoir aussi la piste environnementale, donc pareil, on sait qu'il y a des fenêtres de vulnérabilité dans la vie, la grossesse, les 1000 premiers jours du bébé, l'adolescence, la ménopause, et ce sont, on va dire, des étapes de la vie au cours desquelles il va se passer un certain nombre d'opérations, on va dire principalement hormonales, et que si certaines molécules comme les perturbateurs endocriniens eh bien, viennent perturber tout ça, cette mise en place très précise, il va pouvoir y avoir des conséquences. Et pour l'endométriose et pour le SOPK notamment, on commence à s'intéresser à l'exposition lors de la vie fœtale à certaines substances qui pourraient eh bien, venir causer cette endométriose. On a aussi la piste immunitaire et lymphatique aussi qui est de plus en plus travaillée, où là aussi on considère qu'il pourrait y avoir une migration de ces tissus via la lymphe, et donc voilà, on est en train de regarder aussi, de faire des projets de recherche à savoir si l'endométriose ne serait pas causée bien, par une déficience du système immunitaire également. Donc concrètement la cause aujourd'hui on ne la connaît pas exactement, par contre ce qu'on sait c'est qu'il va y avoir un certain nombre de facteurs sur lesquels on va pouvoir agir. Alors l'endométriose, donc j'ai rappelé ce que c'est-à-dire la migration de tissus qui ressemblent à de l'endomètre en dehors de la cavité utérine, et l'endométriose elle se caractérise par plusieurs choses. Donc on va avoir déjà des règles très douloureuses au point que certaines femmes, par exemple, s'évanouissent, ne puissent pas aller, par exemple, à l'école ou travailler. Donc concrètement, là aussi, je tiens à rappeler une chose, c'est que chez une femme en bonne santé, un cycle menstruel se passe normalement, c'est-à-dire voilà, ne vous empêche pas de mener une vie sociale normale. Lorsqu'on a des règles trop douloureuses, trop abondantes, voire hémorragiques, que l'on va avoir par exemple des douleurs au moment des rapports sexuels, au moment de la défécation, etc. Tout ça n'est pas normal et doit vous inciter à creuser cette piste et notamment à consulter votre médecin, puisque seul un médecin ou un gynécologue pourra vous poser ce diagnostic grâce à des examens que l'on fera, qui sont notamment des échographies, des IRM, voire des fois eh bien, une célioscopie. Des fois on est obligé, on va dire, eh bien, d'opérer pour voir un petit peu l'étendue des lésions. Mais en tout cas déjà, des règles très douloureuses, hyper abondantes, doivent être un signe d'alerte. Et je tiens là également à rétablir une chose, c'est que ce n'est pas normal pour une femme de souffrir lors de ces règles, et la façon dont se déroulent vos règles et votre cycle menstruel est une sorte de check-up mensuel qui vous alerte un petit peu sur eh bien, ce qui va et ce qui ne va pas dans votre corps. Donc ça c'est très important, j'en parle beaucoup sur mon compte Instagram où j'ai notamment plusieurs vidéos, plusieurs posts qui parlent de tout cela, mais encore une fois ce n'est pas être chochotte entre guillemets que d'avoir des règles ultra douloureuses ou très abondantes, et ce n'est pas normal de souffrir quand on est une femme. Ça je tiens à le dire parce que il y a beaucoup de mes consultantes qui viennent me voir après tout un parcours et qui me disent voilà, souvent les professionnels de santé avaient du mal à les écouter, à écouter leurs plaintes et leurs douleurs. Et moi le truc que je voudrais vous donner ici, c'est d'utiliser une échelle de 1 à 10 pour caractériser à la fois eh bien, votre niveau de douleur, votre niveau de fatigue, puisque la fatigue chronique, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le cas de l'endométriose. On va retrouver aussi des problématiques d'infertilité aussi, de dépression, parce qu'évidemment, quand tous les mois, eh bien, on a des règles hyper abondantes, que l'on souffre et qu'on n'est vraiment pas bien, en effet, tout ça, ça peut créer ce genre de problématiques en second rideau. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont voilà, je voulais redéfinir un petit peu au départ de ce live. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre avec l'endométriose, c'est qu'on va avoir eh bien, un climat d'hyperœstrogénie. Alors ce que je voudrais vous dire là aussi, c'est que dans un cycle normal, on va dire équilibré, on va avoir le niveau des œstrogènes qui va contrebalancer celui de la progestérone. Et si on a trop d'œstrogènes, eh bien fatalement, on va avoir tout un tas de problématiques qui sont liées au fait qu'il y a trop d'œstrogènes et que la progestérone ne vient plus contrebalancer tout cela. Alors déjà,
Donc l'endométriose est liée à l'hyperœstrogénie, ce que je vous ai expliqué. Il faut savoir que les œstrogènes, ce sont des hormones prolifératives, c'est-à-dire ce sont elles qui bâtissent, on va dire, la muqueuse utérine. Et donc en effet, en cas de fibrome, on a aussi un climat d'hyperœstrogénie qui est présent. Donc l'idée, déjà, ça va être un petit peu d'essayer de contrebalancer ce climat d'hyperœstrogénie et notamment de faire très attention à votre exposition aux perturbateurs endocriniens qui, comme je le disais tout à l'heure, vont mimer l'action de nos hormones naturelles, vont se fixer au niveau de certains récepteurs et donc de ce fait-là, nos hormones naturelles, elles, ne pourront pas s'exprimer. Et puis ces perturbateurs endocriniens, ils interviennent aussi par rapport à certaines protéines qui sont là pour justement contrôler un petit peu l'action des hormones. Et les perturbateurs endocriniens, ils sont partout. À l'heure où je vous parle, ils sont peut-être dans mes vêtements, dans les tapis, dans les tissus d'ameublement qui m'entourent, dans les produits cosmétiques aussi, on en trouve énormément. Donc il faut vraiment faire attention à tout cela et en tant que femme, être sensibilisée à ces perturbateurs endocriniens qui constituent aussi une exposition dangereuse par rapport à ces fenêtres de vulnérabilité dont je vous parlais tout à l'heure, que sont la grossesse, les 1000 premiers jours du bébé, donc ces 3 premières années, l'adolescence et la ménopause. Donc ça, c'est aussi très important. Il faut aussi s'assurer que votre foie travaille correctement. Pourquoi? Alors, le foie, il a plein de rôles, hein. Celui de filtrer le sang, bien sûr, c'est un peu une mini-station d'épuration, mais il va filtrer également tout ce qui est toxique, toxine, et il a une action très importante, notamment dans la détox des hormones et notamment des œstrogènes. En fait, si vous voulez, votre foie, pour schématiser de façon très simpliste, tous les mois, il va regarder si parmi les œstrogènes que vous avez produites, certaines peuvent être recyclées et si certaines sont endommagées, et auquel cas, il faut les éliminer. Et le problème, c'est que de par une alimentation des fois pas adaptée, une alimentation trop riche en produits transformés, etc., une consommation d'alcool, de tabac, l'utilisation de perturbateurs endocriniens, comme je vous le disais tout à l'heure, tout ça peut venir ralentir, surcharger le travail du foie qui du coup ne fera plus correctement son travail et va remettre en circulation certains estrogènes qui auraient dû être éliminés. Et ça va contribuer justement à augmenter notre niveau d'œstrogène circulant. Et donc à ce climat d'hyperœstrogénie qui est directement lié donc à l'endométriose. Donc pour ça peut être intéressant de faire une détox, mais pas n'importe comment, dans la mesure où avant de faire une détox, il faut s'assurer que l'intestin fonctionne correctement. Parce que si on remet en circulation des toxines, celles-ci peuvent être réabsorbées au niveau de l'intestin, puisque nous avons, vous le savez sans doute, au niveau de l'intestin, la présence d'un microbiote qui est caractérisé par la présence de certaines bactéries, certains champignons. Et les recherches récentes ont mis à jour dans cette population de microbiote une population bien spécifique qu'on appelle l'estrobolome. Et cet estrobolome a la capacité d'agir sur les œstrogènes et notamment de remettre en circulation des métabolites toxiques qui auraient dû être éliminés et qui ne le seront pas si votre système intestinal n'est pas en bon état. Donc si vous souffrez effectivement de ballonnement, de constipation, de problématiques de flatulence, etc., et problématiques digestives, c'est très important d'aller travailler sur l'intestin avant de faire une détox. Et moi je vous conseille pour la détox vraiment de vous faire accompagner par des naturopathes dans la mesure où la détox c'est quelque chose qui est très galvaudé aujourd'hui. On en parle à toutes les saisons, etc. Alors que non, il y a certains préalables avant de faire une détox. Il faut avoir une vitalité suffisante, il faut avoir un système digestif en bon état, ce que je vous disais à l'instant. Et les plantes que l'on va choisir pour la détox, c'est important de les choisir en fonction de pas mal de critères. Et donc, pour bien vous faire accompagner, n'hésitez pas aussi, si vous avez de l'endométriose ou que vous êtes concerné par le sujet, à consulter. Il existe un annuaire de naturopathes formés à la méthode d'endo-coaching justement qui pourront vous accompagner avec sérieux pour toutes ces pratiques. Donc pour le climat œstrogénique, l'hyperœstrogénie, donc les perturbateurs endocriniens, vérifier que le foie fonctionne correctement, ça c'est vraiment important. Et puis l'idée ça va être effectivement d'essayer d'augmenter cette synthèse naturelle de progestérone. Et là on va pouvoir aussi utiliser certaines plantes par rapport à tout cela. Donc ça c'est vraiment très très important. Et au niveau de l'intestin, on utilisera aussi des probiotiques bien spécifiques, des aliments prébiotiques également qui vont avoir un effet là-dessus. Donc c'est vraiment très important.
Ensuite, on va avoir, dans le cas de l'endométriose, on va avoir un climat inflammatoire qui va être là. Et ça va être très important aussi de travailler là-dessus. Donc l'inflammation, ça va être lié notamment à toutes les douleurs, tout ce qui va être crampes abdominales aussi qu'on va pouvoir ressentir. Et pour calmer l'inflammation, ça commence par l'alimentation. Donc là, dans l'idée, ça va être d'essayer d'un petit peu de faire le point sur votre alimentation. Puisqu'aujourd'hui, de manière générale, vous le savez sûrement, puisqu'on en parle beaucoup, on consomme trop de mauvais gras, trop de sucre, trop d'aliments transformés qui vont contenir des colorants, des additifs, enfin, tout un tas de choses. Et il n'y a plus non plus assez de fibres dans notre alimentation de manière générale. Donc l'idée, quand on cherche à calmer l'intensité de ces douleurs, par exemple, ça va être d'essayer d'avoir une alimentation anti-inflammatoire et hypotoxique. Alors ça, dans les faits, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça va être effectivement de se tenir éloigné des produits transformés, du sucre et des mauvais gras. Et donc pour ça, on va rajouter dans son alimentation des fruits, des légumes riches en fibres qui vont être très intéressants puisqu'ils sont également très riches en vitamines, en minéraux. Il va falloir essayer aussi de consommer moins de viande rouge, un peu plus de viande blanche et de poissons gras pour faire le plein d'oméga 3. Donc les oméga 3, ce sont des gras qui ont la capacité, on va dire, d'être anti-inflammatoires et donc qui vont agir au niveau de certaines prostaglandines qui sont impliquées dans le ressenti de la douleur notamment. Donc ça va être très important d'aller un petit peu plus sur ces types de poissons, donc les petites sardines, les maquereaux, le saumon, le cabillaud par exemple. Pensez aussi aux crustacés qui sont très riches en zinc et en iode, c'est très important aussi. On va essayer d'aller au niveau des céréales sur des céréales à index glycémique bas. Alors l'index glycémique, c'est la propension d'un aliment à augmenter notre taux de sucre dans le sang. Et c'est vrai que lorsqu'on mange des céréales raffinées de type pâte blanche, riz blanc, pain blanc, ils vont faire grimper notre glycémie en flèche. Alors que si vous les troquez contre leur version complète, semi-complète, déjà votre glycémie va monter beaucoup plus lentement. Et si en plus vous les accompagnez d'une grande quantité de fruits et légumes riches en fibres, les fibres vont avoir pour effet de ralentir le passage du sucre dans le sang. Et donc ça, c'est très important puisque quand notre taux de sucre augmente au niveau du sang, le pancréas va sécréter de l'insuline. Et cette insuline va avoir pour but de venir stocker le sucre en excès dans le sang au niveau du foie, au niveau des muscles. Et lorsqu'on consomme trop souvent ou en trop grosse quantité des aliments qui font augmenter notre glycémie, en gros notre glycémie fait le yo-yo. Et tout ça peut entraîner à terme une résistance à l'insuline, du diabète bien sûr, mais surtout une grande fatigue. Donc l'idée, ça va être aussi, puisque la fatigue fait partie aussi, on va dire, des symptômes de l'endométriose, d'essayer d'avoir une alimentation riche en IG bas, en index glycémique bas, riche en fruits et légumes, sans trop de produits transformés. On essaye d'éviter le sucre puisque le sucre a également une action inflammatoire. Donc ça va être très très important d'avoir ce type d'alimentation pour moduler, on va dire, la douleur, l'intensité aussi des crampes pelviennes que l'on a en cas d'endométriose. Donc ça va être très très important. Ensuite, il y a certains axes aussi qui vont être importants dans l'endométriose. Ça va être notamment, comme je vous le disais tout à l'heure, le fait d'essayer de réguler un petit peu ces crampes utérines. Donc pour ça, on a aussi pas mal d'outils. Donc vous avez également, alors bien évidemment les anti-inflammatoires prescrits par votre médecin, mais qui, lorsqu'ils sont pris sur une durée assez longue, peuvent entraîner certains effets secondaires. Certaines personnes peuvent ne pas bien les tolérer. Et donc c'est là où, par exemple, l'aromathérapie peut être, on va dire, une deuxième solution, on va dire, puisque certaines huiles essentielles vont avoir la propriété d'être antispasmodiques, c'est-à-dire qu'elles vont réduire les contractions, et sont également antidouleurs et calmantes. Et donc, vous allez avoir par exemple la menthe poivrée qui est antidouleur, c'est-à-dire qu'elle va créer un effet glaçon comme ça qui va pouvoir agir sur la douleur. On peut avoir des grands classiques comme l'estragon par exemple, le basilic exotique. Et donc je vous ai posté justement une synergie
sur le site de la Drôme, sur le blog, dans la rubrique Conseils bien-être, vous retrouverez justement une petite formulation, une synergie que vous pourrez utiliser justement en cas de crampes pelviennes douloureuses et qui agit également pour calmer donc la douleur. Donc ça peut être également un axe intéressant. On va avoir aussi le stress. Alors le stress, il faut savoir que c'est une composante aussi importante dans le cadre de l'endométriose. Alors il y a le stress oxydatif, mais aussi le stress en général. Et pour ça, il y a plein de techniques que vous allez pouvoir utiliser. Donc c'est aussi, ça fait partie des approches naturelles, mais on peut avoir le yoga. Il faut savoir qu'il y a certains types de yoga ou certaines postures qui peuvent là également aussi vous soulager, que ce soit au niveau des crampes, au niveau aussi des saignements, etc. Donc ça, il faut vous renseigner parce qu'il y a des thérapeutes qui sont spécialisés dans cette approche de yoga pour l'endométriose. Vous allez avoir la sophrologie, qui est également une méthode de relaxation intéressante. On va avoir par exemple aussi la cohérence cardiaque, toutes les méthodes de respiration qui vont permettre là aussi de se calmer, de se recentrer sur soi et là qui sont également très, très importantes et très intéressantes. Donc il y a beaucoup d'approches en fait complémentaires dans le cadre de l'endométriose et qui sont vraiment des relais intéressants de l'approche allopathique. Ensuite, j'aimerais vous parler un petit peu du fait que l'endométriose est caractérisée par des règles très abondantes, hyper abondantes. On a certaines plantes là aussi qui peuvent être entre guillemets d'une aide de première intention pour réduire justement les règles hémorragiques. Ça va être le cas par exemple de l'Achillée millefeuille, qui est une plante très, très connue, très intéressante, non seulement parce qu'elle est progestérone-like, c'est-à-dire qu'elle va nous permettre de remonter, vous savez, ce taux de progestérone qui est justement plus suffisant pour contrebalancer l'action des œstrogènes, et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec ce climat d'hyperœstrogénie. Mais elle est également utile dans toutes les problématiques où il y a trop d'œstrogènes en circulation, puisqu'elle va nous permettre de réguler ce ratio. Donc vous pouvez pour cela utiliser par exemple des extraits de plantes fraîches standardisées. Donc ça se matérialise sous forme liquide. Et on va prendre un certain nombre de gouttes tous les jours en essayant de prévoir également ce qu'on appelle des fenêtres thérapeutiques. C'est-à-dire que moi je conseille la prise par exemple 3 semaines par mois. On fait une semaine de pause qui va correspondre plus ou moins à la semaine de règles, par exemple, si on est sur une base d'un cycle de 28 jours. Ou alors on la prend pendant 2 mois et on fait une pause d'1 mois. C'est toujours très important quand on prend des plantes de faire des fenêtres comme ça. On va avoir également, alors là, une plante aussi qui est très connue, c'est la bourse à Pasteur, qui est une plante hémostatique, donc elle permet effectivement de réduire le flux sanguin. Et elle est également tonique et astringente, donc pour le muscle utérin. Donc là aussi, on pourra la prendre par exemple sous forme d'extrait de plantes fraîches standardisées. Par contre, la contre-indication de cette plante, c'est qu'elle a un pouvoir abortif. Donc il faut évidemment ne pas la prendre en cas de grossesse. Normalement, la question ne se pose pas, puisque en cas de grossesse, on n'est pas censé avoir ces règles. Donc théoriquement, c'est pas une plante en théorie vers laquelle on ira si on est enceinte, mais n'empêche que des fois on peut ne pas savoir que l'on est enceinte et prendre cette plante malheureusement. Donc il faut faire très attention à ça. Par rapport à l'axe du foie dont je vous parlais tout à l'heure aussi, donc je vous disais c'est important de se faire accompagner par des naturopathes bien formés à la détox, puisque on va avoir certaines plantes que l'on va donner dans certains cas et pas d'autres. Il y a quand même, on va dire, 2 plantes qu'on peut prendre en première intention à la condition d'avoir un système digestif, comme je vous le disais, au top et nickel. Ça va être le pissenlit et le chardon-marie. Le pissenlit qui est très bien aussi pour éliminer un petit peu les excès d'eau et qui va agir sur le travail de détox hormonal. Et le chardon-marie, lui, va renforcer le travail du foie. Donc c'est pour ça que ça, c'est 2 plantes qu'on peut prendre un petit peu, entre guillemets, seules. Pour les autres, c'est plutôt mieux de se faire accompagner parce qu'encore une fois, la détox doit toujours être adaptée à votre cas, votre niveau de vitalité, le fait que vous ayez un intestin qui fonctionne correctement, la clairance hépatique, c'est-à-dire la façon dont votre foie travaille, est-ce qu'il travaille vite, moins vite, et c'est en cela qu'on verra pour adapter les plantes.
Ensuite, donc on a parlé un petit peu de l'aromathérapie tout à l'heure en application locale, par exemple pour calmer les crampes, la douleur. Sachez que vous pouvez également utiliser l'aromathérapie par la voie olfactive. Donc moi, c'est une technique que j'utilise énormément dans le cadre de mes accompagnements et que je recommande beaucoup, puisque la voie olfactive, c'est l'un des seuls 5 sens que nous ayons qui soit directement branché au cerveau. Et en cela, c'est vrai qu'il n'y a pas de censure, en tout cas une odeur, quand vous la respirez, elle vient entre guillemets parler à votre cerveau, mais surtout, de par sa composition biochimique, eh bien, elle va permettre soit par exemple de calmer l'organisme, ou au contraire de le dynamiser. Et ça peut être important puisqu'en cas d'endométriose, on en parlait tout à l'heure, on peut avoir une sorte de syndrome de fatigue chronique. Et donc, certaines huiles essentielles vont permettre de vous dynamiser. C'est notamment le cas, par exemple, de l'épinette noire, qui est une huile essentielle que l'on peut appliquer diluée dans un petit peu d'huile végétale de support sur les glandes surrénales. Et ça vous met vraiment un gros coup de boost le matin, ou même pour les personnes fatiguées de manière générale. C'est plutôt intéressant. On peut aussi l'utiliser en voie olfactive, bien évidemment. Et puis ensuite, on va avoir des huiles essentielles toniques, comme par exemple le citron, le pamplemousse par exemple, que l'on peut utiliser, la bergamote. Alors ça, c'est mon huile essentielle chouchou. Pour celles qui me suivent, vous le saurez sans doute puisque j'en parle très souvent. Pour moi, la bergamote, c'est un petit peu des paillettes en bouteille. C'est une odeur très fraîche, très ronde. Et je trouve que c'est toujours intéressant de la diffuser, là aussi, par exemple, le matin, quand on n'a pas le moral ou que ça va pas trop. Et notamment en période de règles, pour les femmes en cas d'endométriose, d'utiliser cette bergamote pour mettre un petit peu de baume au cœur. Donc ça peut être très intéressant aussi. Ensuite, ce que je voudrais aussi vous dire, je ne sais pas si certaines d'entre vous le savent, mais il existe également des cures thermales spéciales et spécialement développées pour l'endométriose. Et c'est malheureusement quelque chose auquel on pense assez peu. Certaines, notamment si elles sont prescrites par votre médecin, peuvent être prises en charge par la sécurité sociale. Et donc vous avez des centres comme ça de cures thermales qui peuvent être intéressantes aussi, qui peuvent vous permettre d'être un point de départ justement pour la mise en place d'une nouvelle hygiène de vie qui viendra vraiment vous aider à vous soulager un petit peu et puis à travailler le terrain. Donc ça, c'est vraiment très important puisque certaines eaux vont avoir des vertus antalgiques, donc vont agir sur la douleur et peuvent également vraiment vous donner et vous apporter beaucoup de confort sur le quotidien. Ce qu'il faut également en cas d'endométriose, c'est rester active. Je sais que la tentation est grande, quand on est plié en deux par la douleur, etc. Alors, déjà, c'est important pendant cette période-là de prendre soin de vous reposer. Mais le reste du temps, c'est très important d'essayer de rester active et de trouver une activité qui vous convienne. Tout simplement parce que la pratique régulière d'une activité physique va sécréter des endorphines et qui vont être également des modulatrices de la douleur, qui vont jouer sur l'humeur. Donc ça peut être très intéressant là aussi de rester active et de trouver une activité qui vous convienne. Donc voilà un petit peu pour les différentes approches. Moi, l'idée, c'est vraiment de vous dire que on peut agir. Moi, je reçois très régulièrement des femmes qui me consultent en effet pour l'endométriose, et chez certaines, au bout de 6 mois, on a eu des résultats vraiment très intéressants avec une douleur qui a été réduite, puisque moi j'utilise toujours des échelles de 1 à 10 pour caractériser le niveau de douleur par exemple, ou de règles hémorragiques, etc. Et on voit au fil des mois, quand on commence à reprendre son alimentation en main, qu'on commence effectivement à mettre en place l'utilisation de certaines plantes, la micronutrition. Alors je vois en effet Céline qui pose la question. Alors en effet, la micronutrition va être très intéressante là aussi pour agir sur l'inflammation, la modulation de la douleur, des crampes, notamment le magnésium qu'on pourra utiliser sous forme de bisglycinate. Alors après, vous avez aussi de très bonnes sources alimentaires de zinc dans les céréales complètes, les crustacés par exemple aussi. On pense également au fer, parce qu'effectivement quand on a des règles hémorragiques, tout simplement on a des grosses pertes de sang et donc un risque d'anémie. Donc très important également d'essayer de voir un petit peu pour avoir des sources de fer dans l'alimentation,
l'alimentation. Il y a certains compléments à base de fer qui sont très mal tolérés, hein, on en parle beaucoup, le tardiféron par exemple qui peut donner des maux de ventre importants, des gaz un peu compliqués à gérer. Sachez qu'il existe beaucoup d'autres compléments de fer. Il y a notamment un complément qui est pas mal, c'est le Floradix, qui est un complément en plus végétal et végétarien, qui peut être intéressant, qui se prend sous forme de jus et qui est très bien toléré. Donc le zinc, le magnésium, on va avoir donc le fer comme je vous le disais. On peut avoir également la curcumine issue du curcuma qui va permettre là aussi de réduire l'inflammation. Mais là où je voudrais attirer votre attention, c'est que la micronutrition c'est très bien, mais ça ne marche que si on fait la réforme au niveau de l'alimentation. Puisque moi je vois aussi beaucoup de personnes et de naturopathes aussi qui font de l'antisymptomatique naturelle. C'est-à-dire vous avez mal là, prenez ça. Et en fait on retombe, si vous voulez, un petit peu dans le schéma de la médecine allopathique. C'est-à-dire un symptôme, une solution. Et là, souvent la tentation est grande de se dire, j'ai ceci, alors je vais prendre telle plante, etc. Certes, ça va vous soulager sur l'instant. Mais ce qui compte vraiment en naturopathie, et c'est ça l'approche holistique, c'est effectivement de vous soulager sur l'instant, et ça c'est très important. Mais l'idée, ça va être de travailler le fond, le terrain, et effectivement de réduire l'imprégnation œstrogénique. Comme je le disais tout à l'heure, ça va être de réduire le climat inflammatoire. Donc d'abord d'avoir une alimentation anti-inflammatoire avant d'aller se supplémenter à côté. Ou alors on se supplémente en amont et on commence à faire le travail parallèlement à ça, parce que l'idée c'est pas effectivement de rester perfusé à vie avec des compléments alimentaires, des plantes, ceci et cela. C'est très bien, mais l'idée c'est quand même de travailler le fond. Et je vous assure que ça fonctionne, que ça paye. Moi je l'ai vu avec certaines de mes consultantes. En 6 mois, c'était le jour et la nuit. D'ailleurs, j'ai une de mes consultantes qui s'appelle Sophie, qui se reconnaîtra peut-être si elle regarde cette vidéo. Et Sophie a dû arrêter de travailler, tout simplement parce que, et ça aussi c'est un sujet dont on parle assez peu, c'est finalement le retentissement de l'endométriose sur la vie en général, la vie quotidienne, la vie de couple, et la vie professionnelle. Et moi j'avais notamment une collègue qui chaque mois quasiment faisait des malaises au bureau. Enfin voilà, on voyait rien que sur sa tête on voyait que ça allait pas, elle était blanche livide, et c'est quelqu'un qui souffrait d'endométriose, et c'est vrai que ça a beaucoup de retentissement aussi sur la vie professionnelle. Donc pour vous parler de Sophie pour le coup, qui avait dû arrêter de travailler parce qu'elle avait une endométriose à un stade tellement avancé que chaque mois, c'était très compliqué. Et bien Sophie, après 6 mois d'accompagnement, aujourd'hui, va sûrement reprendre le travail, puisque grâce à tous ces efforts et tout ce qu'on a mis en place, elle a réussi à réduire l'intensité de ses douleurs, l'intensité aussi des règles, des saignements, en termes d'abondance. Donc tout ça, encore une fois, ne dispense pas d'un suivi médical et gynécologique, puisque l'endométriose est aussi une maladie qui peut, les lésions d'endométriose peuvent proliférer en silence. Donc c'est très important de faire le point régulièrement. Mais en tout cas, on peut, grâce à une bonne hygiène de vie, améliorer le quotidien, le confort et l'intensité aussi de ces problématiques. Alors, j'ai vu quelques questions passer, donc n'hésitez pas si vous en avez. Je crois qu'il y a quelqu'un tout à l'heure qui m'a demandé, je crois que c'était le centre thermal, pour le coup. Alors attendez, je l'ai noté quelque part, je ne sais plus si je l'ai là. Vous en avez plusieurs. Donc, vous en avez un à Évaux-les-Bains qui est situé en Auvergne. Vous avez les thermes de Salies également, S-A-L-I-E-S. Vous avez les thermes Lalechère également. Et puis vous avez, si vous allez sur le site de la chaîne thermale du Soleil, je crois que c'est ça, vous avez un onglet qui vous propose des cures spécifiques à l'endométriose, et vous les retrouverez toutes ici. Mais sachez-le, parce que c'est quelque chose auquel on pense assez peu. Et encore une fois, on peut en parler quelques instants puisque j'ai le temps. Mais les cures thermales, c'est pareil. Il y a plusieurs façons de les envisager. Les cures thermales,
il ne faut pas tout attendre d'une cure thermale. C'est-à-dire qu'en effet, vous allez apprendre des choses et vous êtes pris en charge de A à Z. Hein. Souvent, voilà, vous ne vous occupez de rien, vous avez vos soins qui sont programmés, etc. Et c'est très bien. Sauf que là encore, si vous ne vous contentez que de la cure thermale, vous allez être dans une posture passive. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes pris en charge, on s'occupe de vous et vous ne faites rien. Et ça, c'est pas forcément ce qu'on recherche là aussi dans la naturopathie, puisque dans la naturopathie, le but c'est que vous redeveniez acteur de votre bien-être et que vous vous preniez en charge. Et donc, moi j'aime bien envisager la cure thermale comme un point de départ, un nouveau point de départ pour vous, où vous vous dites voilà, je pars en cure, je vais profiter de soins, des bienfaits de l'eau, de plein de conseils de professionnels, on va s'occuper de moi, on va me chouchouter, etc. Et l'avantage, c'est que vous puissiez poursuivre, on va dire, et tirer bénéfice de cette cure thermale après, quand vous allez rentrer chez vous à domicile. Parce que ça aussi, c'est pareil. Moi, je connaissais des personnes qui allaient en cure thermale tous les ans, alors qu'ils mangeaient bien pendant 3 semaines, etc. Puis dès qu'elles étaient rentrées chez elles, c'était reparti comme avant, j'ai envie de dire. On reprenait toutes les mauvaises habitudes. C'est pas le but, sinon ça sert à rien. Et encore une fois, c'est des choses qui sont très coûteuses pour la sécurité sociale. Donc l'idée de la cure thermale, pour moi, c'est qu'il faut l'envisager comme un nouveau départ. C'est-à-dire, en gros, c'est un peu, vous savez, lundi, je m'y mets. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, souvent quand on veut faire attention à son alimentation, on dit bon, alors je termine ma semaine et puis à partir de lundi, je fais gaffe et je m'y mets. Et c'est un peu pareil pour la cure thermale. Il faut l'envisager comme une prise en charge, un point zéro. Vous allez recevoir plein de soins, plein de conseils et il faut poursuivre ça quand vous rentrez chez vous. Et là encore, pourquoi ne pas vous faire accompagner par un naturopathe ou peu importe le thérapeute entre guillemets ou la discipline, mais c'est de dire voilà, je vais poursuivre tous ces efforts à la maison et je vais m'inscrire dans la durée. Et ça fonctionne vraiment bien. Et on a aussi comme ça des cas de femmes qui avaient beaucoup de mal à concevoir un bébé dans le cadre de l'endométriose et qui après un accompagnement de plusieurs mois, ils sont parvenus. Donc ça, c'est vraiment très important. Alors, est-ce qu'on peut avoir de l'endométriose sans douleur ? Par exemple, donc, voilà, j'ai des fibromes avec des règles hémorragiques, souvent mal à la tête, prise de poids, grosse fatigue. Alors, on peut avoir effectivement de l'endométriose sans douleur. D'ailleurs, il y a souvent des femmes qui découvrent leur endométriose tardivement. Donc, en effet, il y a certaines femmes chez qui ça prolifère et pour lesquelles il n'y a pas du tout de symptômes, on va dire. Et pour d'autres, où en effet, les symptômes sont terribles. Donc ça aussi, c'est des gros sujets de recherche. Alors, les fibromes avec règles hémorragiques, ok. Alors là aussi, nécessité de se faire suivre, bien évidemment, par un médecin, par son gynécologue. Là aussi, on est sur un climat d'hyperœstrogénique, donc ça peut être très important de faire attention, comme je le disais, aux perturbateurs endocriniens dans son environnement, voir un petit peu au niveau du foie la nécessité ou pas de faire une détox. Par contre, le mal à la tête, la prise de poids, la grosse fatigue ne sont pas, entre guillemets, suffisants pour suspecter peut-être une endométriose. Enfin, en tout cas, voilà, ça peut être bien d'en parler avec un médecin puisque seuls les médecins gynécologues peuvent poser un diagnostic. Mais n'hésitez pas dans ces cas-là à en parler avec lui si vous avez peur effectivement que ce soit ça. Après, les fibromes, c'est quand même bien distinct de l'endométriose. C'est pas du tout, entre guillemets, la même chose. Puisque dans le cadre de l'endométriose, on va avoir un tissu qui ressemble à de l'endomètre mais qui n'en est pas vraiment, qui va migrer en dehors de la cavité utérine. Et ce tissu va répondre aux œstrogènes, c'est-à-dire aux fluctuations hormonales. Et tous les mois, lors des règles, ce tissu, qui sera peut-être situé sur le foie ou sur les intestins, va se mettre à saigner, comme si ce tissu était au niveau de l'utérus et que voilà, on avait des règles. Et le fait que ce sang ne puisse pas s'évacuer naturellement, il va coaguler et ça va créer des adhérences entre les organes, c'est-à-dire que ça va coller certains organes, ça peut durcir même, et c'est ça qui peut occasionner effectivement des douleurs diffuses un peu partout et des douleurs atroces pour le coup. Certaines femmes ayant déjà eu des enfants caractérisent le niveau des douleurs de l'endométriose au même titre que des contractions lors de la grossesse. Donc il faut savoir que c'est vraiment très très intense. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? A priori, non, il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas, si c'est le cas, je vais essayer d'y répondre. Alors, sur l'endométriose, les approches naturelles, les plantes ou autres, n'hésitez pas.
Mais en tout cas, l'idée, voilà, c'est pour moi de vous expliquer que la naturopathie et les autres approches naturelles, que ce soit encore une fois techniques de relaxation comme la sophrologie, la cohérence cardiaque, la respiration, voilà, il y a plein de choses, la réflexologie plantaire aussi par exemple, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais tout ça, ça peut être des techniques pour vous soutenir en cas d'endométriose, pour faire en sorte que vous puissiez retrouver un confort de vie au quotidien, pour réduire l'intensité de vos douleurs, réduire l'intensité de vos saignements, retrouver effectivement un petit peu de confort au quotidien, de pouvoir travailler, de pouvoir avoir une vie de couple harmonieuse. Puisque tout ça, c'est des choses dont on ne parle pas. Alors sachez que je crois que... Alors c'est pas encore acté, mais ça sera sûrement dans les prochains mois. L'endométriose risque d'être reconnue pour une prise en charge au niveau professionnel en cas d'arrêt maladie. C'était pas le cas actuellement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui malheureusement ne peuvent pas aller travailler plusieurs jours par mois à cause de cela. C'est une réalité, puisque les douleurs sont telles et les saignements tels qu'elles ne peuvent pas travailler. Et ça, c'est aussi très compliqué de faire accepter ça à un employeur, malheureusement, puisque en effet, on ne choisit pas d'avoir de l'endométriose, il faut aussi le savoir. Donc tout ça est aussi en cours. Il y a une demande qui a été faite par le ministre de la Santé au courant de l'été. Et ça devrait être acté là très, très prochainement. Donc voilà. Et puis, pareil, si vous connaissez des femmes dans votre entourage, dans la famille, une sœur, des amis, etc., qui ont des règles douloureuses, hyper abondantes et pour lesquelles il n'y a pas eu de diagnostic de posé, incitez-les à consulter, car ce n'est pas normal, encore une fois, d'être cloué au lit ou je ne sais où, en tout cas de ne pas pouvoir mener une vie sociale normale à cause de son cycle. Encore une fois, un cycle menstruel équilibré se passe à peu près normalement et voilà, c'est un signe entre guillemets qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne quelque part. Donc ça peut nécessiter de consulter d'abord le médecin, de voir s'il y a quelque chose qui cloche et auquel cas n'hésitez pas à consulter des naturopathes. On est beaucoup à être formés, que ce soit sur l'endométriose ou sur l'approche du féminin, du cycle hormonal. C'est un gros sujet en ce moment. La parole se libère enfin sur tous ces sujets, sur le sujet de la ménopause. Donc il y a moi, mais j'ai également énormément de collègues naturopathes. Je peux également vous aiguiller là-dessus si vous le souhaitez. Donc voilà pour tout ça. Eh bien écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vais peut-être vous laisser. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps entre guillemets. En tout cas, vous pourrez revoir ce live sur le compte de l'Adrome Laboratoire. Il sera disponible pendant longtemps. Moi, je le mettrai aussi. Oui, pour le fibrome, ma gynéco m'a proposé la pilule. Alors, là aussi, la pilule, c'est un gros sujet. Alors, on peut peut-être en parler quelques minutes, vu que pour le coup, on a encore le temps. Alors, moi déjà, sachez qu'à mon niveau, je ne suis pas une anti-pilule. Déjà, je considère que la contraception, c'est un sujet qui est très personnel et que la meilleure des contraceptions, c'est celle qui convient à la femme qui la prend. Mais il faut que cette femme soit au courant un petit peu de comment fonctionne la pilule et en tout cas, qu'elle soit bien au fait de tout ça, ce qui est malheureusement pas bien le cas en France. Alors, la pilule, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle va supprimer le cycle menstruel. C'est-à-dire que quand vous prenez la pilule, eh bien, vos ovaires ne fonctionnent pas et ne produisent pas les hormones naturelles. Donc c'est vrai que quand on prescrit une pilule à une jeune fille parce qu'elle a des règles irrégulières, des règles abondantes, etc., et qu'on lui dit que ça va régler tous ces problèmes, alors en effet, ça les règle dans le sens où il ne se passe plus rien puisque les ovaires ne travaillent plus. Le problème, c'est que quand vous allez l'arrêter, forcément, il peut y avoir des problématiques, c'est-à-dire soit toutes les problématiques que vous aviez, elles vont revenir, puisque la pilule ne règle rien, on met un peu un sparadrap sur un témoin qui s'allume, voire pour certaines personnes, les règles peuvent avoir beaucoup de mal à redémarrer. Donc ça, voilà, là où il faut être clair avec les femmes qui prennent la pilule, c'est de bien leur expliquer comment fonctionne la pilule et quels peuvent être aussi les risques qui y sont associés. Dans le cas de l'endométriose et des fibromes, la pilule peut être une solution, dans le sens où elle peut calmer la prolifération des lésions d'endométriose, puisque encore une fois, comme on va supprimer
le cycle, il n'y aura pas de production d'œstrogène naturellement. Et donc, il y aura plus, si vous voulez, le carburant pour que les lésions, entre guillemets, se développent de manière importante, etc. Mais là encore, il faut être conscient du fait que lorsqu'on va arrêter la pilule, eh bien, toutes ces problématiques peuvent ressurgir. Et puis à terme aussi, quand on prend la pilule sur de longue durée, ça peut aussi occasionner des effets secondaires, on peut ne plus bien la supporter. Et puis surtout, lorsqu'on veut un bébé aussi, ça c'est aussi un vrai sujet. Voilà, ça peut être aussi compliqué et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de femmes derrière qui se dirigent vers des parcours de procréation assistée. Donc, mais en effet, dans le cadre de fibromes ou d'endométriose, la pilule peut être entre guillemets une solution, donc je mets bien entre guillemets parce qu'il y a certaines femmes qui n'ont pas le choix malheureusement pour plein de raisons. Et donc en tant que praticien naturopathe, c'est aussi à nous de ne pas influencer le choix de nos consultantes, et en tout cas en tant que praticien naturopathe, on n'intervient pas au niveau de vos décisions de prise de médicaments, etc. Donc ça, je tiens à le dire aussi, c'est important, puisqu'il y a aussi tout un courant anti-hormones, anti-pilules en ce moment. Et il faut savoir faire la part des choses, c'est-à-dire qu'il faut avoir conscience de comment fonctionnent ces traitements, d'en connaître les avantages, les risques, les effets secondaires, et ensuite c'est à la femme, en fonction de sa condition, de sa pathologie, de ses problématiques, de voir si elle a envie de les prendre ou pas. Mais en effet, ça peut être en effet une solution pour répondre à la question qui m'a été posée tout à l'heure, pour éviter la prolifération de ces fibromes ou de l'endométriose. Mais après, l'idée, ça va être de travailler aussi sur ce climat d'hyperœstrogénie, avec notamment les moyens dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, il y en a plein aussi sur mon compte Instagram. Vous pourrez retrouver plein de posts sur tous ces sujets. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Voilà. Je vais vous laisser ici, puisque je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, merci à vous de votre présence pour ce live qui sera donc disponible en replay. Et puis on se retrouvera à la fin du mois sur le compte de la Drôme Laboratoire aussi pour parler de ma trousse spéciale printemps. Trousse aroma, phyto, élixir floraux. Enfin, on va parler un petit peu de tout ce qu'on peut là encore mettre en place par rapport à tous les petits bobos ou problématiques liées au printemps. Et donc, ce sera d'ici 15 jours à la fin du mois. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce live. Je vous souhaite une très bonne journée et avec un peu d'avance, un excellent week-end. À bientôt!